Joseph Kabila a été chef de l'État de ce pays pendant 18 ans. Oui. Avant ça, chef d'état-major adjoint en charge de forces terrestres. Ce pays est agressé. Ce pays est violenté. Les Congolais meurent chaque jour entre les mains d'un voisin qui ne rêve que de récupérer des pans de notre territoire. Mais cet ancien chef de l'État et ancien chef d'état-major de l'armée de terre ne pipe un mot, même pas pour condamner tout ce qui est fait. Que voulez-vous qu'il dise? Deuxième élément, je te parle de la perception de la majorité plurielle. Oui, mais je pose également des questions. Deuxièmement, ouais. Lorsque les éminences du parti de l'ex-parti présidentiel PPRD ont quitté ce parti pour rejoindre l'Union sacrée, il y a eu des communiqués, des émissions, des attaques. Et même nous autres qui sommes de la CCU, Lambert Mende et moi, quand on est partis, on a eu droit à des séries de diatribes, d'insultes, que vous êtes mieux informés d'ailleurs, parce que d'autres se sont passés sur votre plateau. Mais que l'on voit des cadres de ce parti politique rejoindre une force négative, l'AFC, qui aujourd'hui est le bras séculier du Rwanda pour déstructurer notre pays, mais que l'on ne voit ni communiquer, ni émission, ni un acte de ce parti pour rejeter ce que ces membres éminents sont en train de faire. Il y a eu à l'époque un communiqué du PPRD. Ça dérange. Que cela n'engageait pas le parti. Ça dérange. Où se trouverait Papi Tamba? Bien malin, c'est celui qui pouvait le dire, celui qui pourrait le dire. Papi Tamba, c'est un frère à moi. Il a ses opinions qu'il défend. Dans un contexte démocratique, cela est tout à fait normal. Qu'il ait été enlevé, comme le disent certains, je ne pense pas. Qu'il ait été arrêté, pour quelle raison? Moi, je pense par contre, il a peut-être pris une retraite. Il s'est peut-être exclu pour un moment. Une retraite. Il s'est peut-être exclu pour un moment. Sa famille a alerté. Ce que je conseillerais à sa famille, ouais, c'est d'aller contacter les autorités pour que les moyens de notre police, de nos services de renseignement puissent aider à ce que nous puissions savoir où se trouve notre frère. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Belle semaine à tous et à chacun. On reprend encore l'actu est très abondante, mais la citation de la semaine. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On reviendra ce matin sur bien des sujets qui défraient déjà la chronique. Va-t-on vers des pourparlers politiques, vers un dialogue qui pourrait indiscutablement aboutir sur le partage de gâteaux? Ça spécule dans tous les sens. Martin Fayulu qui arrive. Certains disent qu'il lorgne déjà la primature, le château de l'avenue du Roi Baudouin. On posera la question. Hier, l'AFC a pris tout le monde de court en publiant un communiqué selon lequel un avion de l'armée congolaise a survolé son territoire. Nanga et Saba ont-ils déjà un territoire ici pour qu'ils refusent à un appareil de l'armée congolaise d'y survoler? On posera la question, on verra bien qu'est-ce qu'il y a derrière ces communiqués. D'ailleurs, quelqu'un l'a qualifié d'une grenouille qui croit que c'est quoi plus grosse que le bœuf.
On y reviendra également pour parler de Luanda, mais une question reste à poser ce matin. Où se trouverait Papi Tamba, communicateur proche de l'ancien président, communicateur FCC, porté disparu depuis bientôt 48 heures? Où se trouve-t-il? On a essayé de passer quelques coups de fil. On a ce matin sur le plateau Jean-Thierry Monsenepo qui nous fait l'honneur de commencer la semaine. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps. On est là. On a fait le choix de commencer la semaine avec vous. Parfait. Avec l'Union Sacrée. Parfait. Comment allez-vous? Très bien. Nous continuons à nous battre pour le pays. Personnellement, je le fais à Kobile, où on essaye de donner le meilleur au peuple congolais. Ça bouge là-bas? Oui, on essaie de faire un maximum. C'est la mission que le chef de l'État nous a confiée. Celle de pouvoir donner le maximum au peuple congolais via les services que nous offrons. Et je pense qu'aujourd'hui, Kobile est en train de se battre avec les majeurs qui viennent de l'extérieur pour la commercialisation des produits pétroliers. Et nous essayons de faire un effort de continuer à garder notre part du marché pour que la société de l'État que nous sommes continue à servir les populations comme il faut. Une très bonne chose. Alors, on commence la semaine avec notamment l'épidémie des Mpox. Comme on dit ici, dans une tribune, vous avez appelé à ce que la rentrée des classes prévue la semaine prochaine soit repoussée parce que vous estimez qu'il y a un danger qui nous guette. C'est vrai, il y a de plus en plus de cas recensés à la fois ici à Kinshasa ou même à l'intérieur du pays, notamment avec le Sud Kivu qui est présenté comme étant l'épicentre de l'épidémie. Pensez-vous que le tableau actuel pourrait justifier un report de la rentrée scolaire? D'abord, je félicite le gouvernement pour les mesures qui ont été prises et aussi les décisions qui ont conduit à ce qu'il y ait des lots de vaccins qui soient commandés par le gouvernement. Mais au-delà de cela, il faudrait canaliser cette maladie pour éviter que les écoles de nos enfants ne deviennent des clusters. Ou à partir de là, que ce soit des niches, ou à partir desquelles les familles vont être touchées. Parce que vous le savez très bien, que pendant cette période des vacances, les enfants, les jeunes, d'autres rentrent en province, d'autres encore ont la possibilité de fréquenter les membres de famille qui viennent des provinces. Et la conséquence est que cet échange-là peut permettre à ce que la promiscuité qu'il y a dans les écoles, vous savez, les enfants, lorsqu'ils se retrouvent, c'est des accolades, c'est des attouchements. Et nous savons que cette maladie se propage par ces moyens-là, notamment par la sueur. Donc, il y a possibilité que les enfants qui sont les plus vulnérables puissent être facilement contaminés. Et la conséquence, c'est que lorsqu'ils vont rentrer à la maison, eh ben, ils seront eux qui vont distribuer la maladie. Il y aura une propagation à grande échelle. Faut-il déjà penser à un possible confinement dans les jours à venir? Je ne pense pas qu'on arriverait à ça s'il y a des mesures préventives telles que le gouvernement venait de les prendre et qu'on allait au-delà, dans le sens de permettre à ce que d'abord il y ait des taux de vaccination assez poussés, surtout à l'endroit des enfants, pour permettre à ce qu'on puisse réguler la masse critique. En ce moment-là, nous pouvons être sûrs que si, dans 1 ou 2 semaines, qu'il y ait déjà ces administrations de doses, nos enfants seront protégés et nous avec. Au Sud Kivu, des malades qui étaient en quarantaine se sont enfouis parce qu'ils n'étaient pas nourris. C'est regrettable. Et aujourd'hui, même ici à Kinshasa, il y a des cas qui sont de plus en plus répertoriés. Et c'est des situations quand même qui font peur. Dieu merci, il y a des mesures prises par le gouvernement, mais je suis convaincu que pour l'instant, il faut que l'on pense à protéger d'abord nos enfants. 1 semaine ou 2 semaines de retard ne va déranger personne. Si cela va dans le sens que pendant cette période, on puisse répertorier les cas, veiller sur les frontières internes de la RDC, mais bien sûr externes aussi, et aussi mettre des dispositifs sanitaires assez drastiques au niveau des écoles et qu'il y ait les distributions des premières doses, surtout vers les enfants et les personnes âgées. Mais la promiscuité, il n'y en a pas qu'à l'école, dans le bus Transco et tout ça. Oui. D'ailleurs, on rapporte qu'un cas suspect a été détecté à la prison centrale des Bakala, là aussi, où il y a une promiscuité ambiante. Jean-Thierry, quand on voit comment on a géré la Covid, est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'inquiète? Je pense que la RDC fait partie des pays qui ont une meilleure gestion en termes de ce genre de problème. Rappelez-vous que l'INRB, dirigé par le professeur Mouyembe, avait été appelé à la rescousse dans plusieurs pays d'Afrique, appuyé par l'OMS, pour donner l'expérience de ce que le Congo fait dans ce genre de cas.
Et le gouvernement a réagi très vite en pensant rapidement à ce qu'il y ait des commandes énormes et en masse des vaccins qui pourront permettre à ce que les Congolais puissent se prémunir de cette maladie. C'est des millions de dollars que ça nous demande. Oui. Mais on sait également que quand on fait face à des crises sanitaires comme celle-ci, c'est une aubaine pour certains qui vont en profiter pour s'en mettre plein les poches. Non, mais on se connaît quand même dans ces pays. Non, mais j'ai fait là et aujourd'hui, le travail qui est fait par le ministre d'État, ministre de la Justice, avec des magistrats qui aujourd'hui sont au garde à vous, je peux vous dire que les gens vont éviter ce genre de pratique. Bien. Il y a eu déluge ce week-end à Massina, au marché de la Liberté, où environ 100 étalages sont partis en fumée. Le gouvernement s'y est mobilisé. C'était une bonne chose. On verra le reportage produit par des collègues de la vice-primature de l'Intérieur. Ensuite, on reviendra parce qu'il y a des critiques qui fusent de partout, notamment sur l'immobilisme, si on peut le dire, de certains membres du gouvernement. Certains qui ne feraient que de la figuration. On y reviendra, le temps d'abord de regarder ce reportage. Plus ou moins 100 étalages et plusieurs marchandises calcinées au pavillon 5 du marché de la Liberté dans le district de la Tchangou sont là les dégâts matériels de l'incendie qui s'est produit dans la soirée du samedi. Aussitôt informée de cette tragédie, la chef de l'exécutif à la tête d'une délégation composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, le ministre national de la Santé, Roger Kamba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et quelques membres de son gouvernement sont descendus sur les lieux pour non seulement s'imprégner de la situation, mais aussi réconforter les victimes. Alors, qu'est-ce qui peut être à la base de ce drame récurrent? Jusque-là, cette question n'a pas de réponse en attendant les enquêtes diligentées par le patron national de la sécurité. Mais pour les témoins de l'événement trouvés sur les lieux, le mauvais raccordement favorisé par le rétablissement du courant électrique après toute une journée sans électricité est la cause apparente de ce drame. Sur place, après avoir échangé avec les victimes, la chef de l'exécutif national, Judith Souminoa, a annoncé la tenue le lundi dans son cabinet de travail d'une réunion urgente entre quelques membres de son gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Massina, l'administrateur du marché de la Liberté et 13 représentants des vendeurs pour réfléchir ensemble sur la possibilité d'indemniser ces victimes. Ça doit être très difficile pour les tenanciers de ces étalages. Oui, je suis très attristé pour ces personnes qui font ce petit commerce pour nourrir leur famille. De cœur avec eux, je suis en train de pleurer tout ce qu'ils ont eu à perdre comme marchandises. Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Je remercie aussi la promptitude avec laquelle la première ministre Judith Souminoa a réagi et a promis d'apporter son aide à ces populations ainsi éplorées. Mais en ce qui me concerne, il faut virer le responsable de ce marché. C'est pas pour la première fois qu'un incendie est déclaré. Il faut le virer. Moi, je suis finalement fatigué que les petites responsabilités telles que prévoir des systèmes d'anti-incendie dans les marchés soient gérées par le gouvernement. Lorsque vous êtes responsable d'un marché tel que celui-là, avec les recettes que vous réalisez, vous ne pouvez pas manquer de système d'extinction de feu. Ce n'est pas normal. On ne peut pas commencer d'un feu jusqu'à ce que ça puisse s'étendre à ce niveau. Ce n'est pas normal. Ça signifie qu'il y a un problème de responsabilité. Et il ne faudrait pas que l'on comprenne et qu'on explique tout. En ce moment, ce monsieur doit être viré. Il doit être viré. Et répondre de manière civile de sa responsabilité parce qu'il est administrateur du marché. On a vu que tout le gouvernement s'est mobilisé sur la question. Certains disent que la première ministre est assez inaudible, parfois invisible, sauf les rares fois qu'on la voit en conseil des ministres. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas cet avis. La première ministre est très en avant de ce qu'elle est en train de faire et de la mise en place du programme et de l'exécution du programme du gouvernement. Personnellement, nous vivons son activisme au sein
de notre département du portefeuille de l'État, qui est géré par le ministre Jean-Lucien Boussa. Elle nous a accompagnés récemment dans diverses réunions, dont la signature de contrat mandat, et dans d'autres domaines aussi. On voit comment est-ce qu'elle se déploie. C'est de la mauvaise foi. Vous ne comprenez pas les critiques qui viennent notamment de l'Union sacrée. Non, mais moi je pense... qui pensent qu'il y a des figurants dans ce gouvernement. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ne travaillent pas, mais il y a toujours de ceux qui sortent de l'eau, tels que le ministre d'État, ministre de la Justice Moutamba, qui aujourd'hui est en train de faire la fierté de son nom et de ce qu'il porte comme combat, selon la vision du chef de l'État et de la première ministre. Il y a le ministre Mouyaya, il y a le ministre Molendo Sakombi, il y a Jean-Lucien Boussa, il y a Mfwamba des Finances, il y a Boji du Budget. C'est des gens qui bougent les lignes. Il y a Moukoko Samba, il y a le ministre de la Santé. Donc il y a des ministres qui réellement travaillent. Il y a le ministre des Infrastructures. C'est des gens qui bossent. Ah, le ministre des Infrastructures, c'est lui qui a géré le projet Zéro Trou à Kinshasa, au bilan tout aussi invisible. Non, le plus grand problème est lié aux moyens. Parce que vous savez très bien que Kinshasa, ce n'est pas une toute petite ville. C'est un réseau routier de milliers de kilomètres. Parce qu'il disait que le taux d'exécution était avoisiné les 90%. Pourtant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de travail qui a été fait. Il y a énormément de travail qui a été fait. Le problème maintenant, c'est qu'il faudrait, à un certain moment, que la redevabilité soit de manière claire. C'est-à-dire, lorsque un projet gouvernemental, je donne ici le cas de l'exemple de ce programme Kinshasa Zéro Trou, est présenté, il faudrait dire les axes, il faudrait dire qu'est-ce qui a été fait. Mais moi, je sais que c'est sur 14 km, et ces 14 km ont été réalisés avec, comme il le dit, près de 80%, puisque moi aussi, j'ai un pied dans le domaine des infrastructures et je sais ce que c'est. Au sein de l'Union sacrée, des voix s'élèvent pour appeler à un remaniement. Non, mais attendez, il y a d'autres qui sont en train de dormir. Hein. Ceux que je viens de citer ici sont des ministres qu'il faut applaudir des deux mains, ils travaillent. À certains postes, il y a eu des erreurs de casting. Les autres, erreurs de casting, non, mais attendez, il y a des ceux qui peuvent présenter, parce qu'il y a un profil. Hein. Il y a un profil que vous pouvez présenter, mais à la tâche, vous vous perdez complètement. Vous êtes dépassé, malheureusement. Et ceux-là, il faut les mettre de côté, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Et donc, un possible remaniement attendu à la fin de cette année ou l'année prochaine? Je pense que lors de son interview à Bruxelles, le chef de l'État a dit vouloir donner un temps à cette équipe jusqu'en février de l'année prochaine, où il fera un bilan en termes d'efficacité avec la Première ministre pour voir qui ont été les brebis galeuses. Mais moi, je dis déjà d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, j'applaudis des deux mains le travail qui est abattu par la Première ministre et certains de ces ténors aujourd'hui qui sont en train de faire la fierté. On aura cette fois-là un remaniement ou carrément un changement de l'ensemble de l'équipe gouvernementale et nouveau Premier ministre, parce que dans les couloirs, l'on évoque avec insistance la tenue d'un dialogue, l'imminence, de la tenue d'un dialogue politique entre acteurs. Mais attendez, d'abord, il faut savoir que ce dialogue, j'ai entendu les idées de M. Fayoulou dire qu'il fallait un dialogue, mais un dialogue autour de quoi? Parce que M. Fayoulou et son SID ont boycotté les élections. Finalement, c'est lui-même qui s'est rattrapé à la dernière minute d'une manière égoïste, où il voulait se présenter seul. Et il a refusé à ce que ses membres puissent participer à la gestion du pays. De l'autre côté, nous avons le FCC, qui a carrément refusé de participer au processus électoral. Alors, si à chaque fois dans le pays, il faut que le système démocratique que nous avons choisi comme modèle de gestion puisse être mis de côté pour que l'on aille de conciliabule en conciliabule, c'est-à-dire que je ne participe pas aux élections parce que je sais que je vais échouer, je me mets à l'écart, je lance des pics quand je veux, et à la fin, je demande un dialogue pour participer à la gestion du pays. C'est une manière abjecte de voir les choses sur le plan politique. Aujourd'hui, le pays est menacé. N'a-t-on pas besoin de l'apport de tous? Ça, c'est une très belle question. Lorsque le pays est menacé, on n'a pas besoin des accords des gens. C'est quelque chose d'automatique, mon cher frère. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Zelensky, aujourd'hui, a l'appui de tout le monde. Même des boxeurs, même des chanteurs. Mais chez nous, ça m'étonne qu'il faille que le chef de l'État puisse faire des rappels de troupes pour que l'on ait conscience que le pays est agressé. Mais attendez, Mobutu est parti.
Mouzé est parti. Joseph Kabila aussi est parti. Ils ne sont pas partis avec le Congo. Ça signifie que le pays ici est le nôtre. Nous allons le laisser à nos enfants. On n'a pas besoin pour que l'on puisse avoir une cohésion nationale autour d'une cause. On peut ne pas être d'accord avec la gouvernance de l'Union sacrée. Oui. On peut ne pas être d'accord avec les propos de Thierry Monsenepo. Mais on est au moins unanime sur le fait que nous n'accepterons jamais que le Rwanda continue cet exercice qu'il a débuté depuis 1995. Ça, ce n'est pas une question qui demande à ce que nous puissions être dans un dialogue ou dans un format de convocation, de rencontre. Il a participé à la Convention démocratique ou des démocrates. Il dit il appelle à un meeting autour de la cohésion, mais il va dans ce sens. Mais justement, la cohésion, c'est quelque chose qui doit se vivre. Ça se vit comment pour un acteur politique? Ça se vit par les paroles, ça se vit par les actes, par les gestes. Et je peux vous dire que si aujourd'hui, un Congolais comme M. Martin Fayulu prenait un meeting, comme vous le dites, pour demander aux Congolais d'être unis autour du commandant suprême pour bouter l'ennemi de la RDC en dehors de nos frontières, mais je l'applaudirai de demain. On dit il n'y a rien pour rien. Pourquoi le président ne prend-il pas l'initiative? Parce qu'il dit que sa main est toujours tendue. Pourquoi ne prend-il pas l'initiative de consulter ces principaux leaders de notre classe politique? Mais Jean-Pierre, vous êtes dans une cour, votre maison de famille est en train de brûler. Vous allez attendre que le paternel vous appelle pour mettre votre main à la pâte et jeter de l'eau sur ce feu pour qu'il puisse s'éteindre, ou le sable. Il peut bénéficier des conseils, de l'expérience des uns et des autres. Mais le réflexe, c'est de partir vite apporter son aide, sans que l'on vous demande cela. Mais qu'est-ce que les autres font? Non, mais attendez, le chef de l'État était clair, sa main est tendue, mais les autres font quoi? Ils préfèrent aller en parler sur les chaînes étrangères, ils préfèrent aller en parler sur les plateaux de France 24 et RFI, plutôt que de venir ici et de récupérer cette main tendue du chef de l'État. Et c'est cela que vous appelez la cohésion. Ça, c'est de la tactique politique. Je voudrais qu'on regarde d'abord un extrait de l'interview de Martin Fayulu qui annonce son retour samedi prochain à Kinshasa. Et d'ailleurs, sur le terrain, la mobilisation est en cours pour lui réserver, comme on dit là-bas, les Sudés, un accueil chaleureux. On regarde, on revient avec Jean-Thierry Monsenepo pour la suite. Bana ya mboka, naza kozonga na mboka mokolo ya poso le 31 août. Boya koyamba ngai na aéroport et bongo tokende na meeting tosolola makambo ya mboka. Toluka tozala na bomoko kobundisa moninga te. Tozala biso nyonso Congo ekolo moko. Ozala na est, ozala na ouest, ozala na nord, ozala na sud, ozala na centre. Biso nyonso bana ya Congo. Nzambe apesaki biso mboka wana ye ebitina nango. Mais biso tobebisa te. Ezala te biso bato toye tozwi lokumu ya Congo tokabi yango. Tozwi lipanda ya Congo tokabi yango. Lumumba, Kasavubu, babundi etumba monene. Banganga Nzambe Malula, Mosengo babundi etumba monene. Bayembi balanga nzembo. Bayembi banzembo pona Congo ezala. Nzembo ya Rochero ayembaka Congo avenir. Tozali wapi lelo. Yango na toya boya ebele koyamba ngai libanda ya pepo tokele na meeting po tosolola na nzabino makambo yo tobanda Congo ya sika. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas mais on régresse. Je voudrais que l'on commence d'abord par sa présence à la convention du parti démocrate. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Rien du tout. Un non-événement. Un non-événement. Absolument rien du tout. Alors, quelle incidence pour le Congo? Ça, c'est juste pour la galerie des téléphones, ça. C'est pour les photos. Ça n'a pas d'incidence. Vous auriez aimé que ce soit vous, l'UDPS ou le président lui-même? Vous connaissez ma position, Jean-Pierre. Je n'espère rien de tout ce qui vient de l'extérieur. Surtout pas de l'Occident. Dans son interview avec Christian Lusakweno, le président disait qu'il ne pouvait pas dialoguer avec Fayulu, Kabila ou Katumbi parce qu'il a détaillé les raisons. Maintenant que les lignes essaient de bouger, n'est-ce pas une aubaine pour vous? Moi, je pense, et je viens de vous le dire, que
toute position qui va dans le sens de réunir les Congolais, je n'applaudirai que les deux mains. Si M. Fayulu est sincère dans ce qu'il vient de dire et qu'il porte son meeting autour des valeurs de la cohésion nationale, mais on ne peut que l'applaudir. C'est un Congolais, il a le droit de le faire. Il nous semble que c'est vous qui serez plutôt demandeur. En coulisses, les tractations sont très très avancées. Mon cher frère, est-ce que pour le Congo, il y a question d'être demandeur en coulisses ou ne pas être demandeur? Nous sommes tous Congolais. Discuter avec M. Fayulu, discuter avec n'importe quel Congolais qui le veut bien, ce n'est pas interdit. Et le chef de l'État l'a très bien dit, qu'il a tendu la main. Mais le problème, est-ce que les autres sont prêts à prendre cette main? Mais il a tendu la main lui-même en érigeant des barrières. Il voudrait, par exemple, parler avec des gens qui sont de son obédience, parce que quand il décrit chacun des trois principaux acteurs, les divergences qui les opposent, ça donne l'impression qu'il lui aurait aimé parler avec des gens avec qui il n'a pas de problème. Pourtant, on vient parler parce qu'on a des divergences. Non, mais le problème, c'est celui-là. De quelle divergence il s'agit? Lorsque c'est des divergences fondamentales, qui touchent notamment à la question liée à la démocratie. Par exemple, vous avez boycotté le processus électoral, mais vous venez pour qu'on discute. On va discuter de quoi? Parce que le socle que nous avons choisi comme mode de gestion politique dans notre pays, c'est la démocratie. Maintenant, cette pensée, vous l'écartez et vous voulez qu'on discute autour de quoi? Le cas de M. Fayulu. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de dire qu'il n'a jamais échoué. Alors qu'il a mis de côté, il a ostracisé les cadres de son parti pour qu'ils ne puissent pas participer au processus. Vous voulez qu'on discute de quoi? Maintenant, si la discussion, c'est pour apporter des idées sur la cohésion nationale, tant mieux. Mais si c'est sur discuter, encore une fois, aujourd'hui, de que j'ai gagné ou que je n'ai pas gagné, mais c'est une perte de temps. Aujourd'hui, ce que vous ne voulez pas, c'est que l'on aboutisse au partage du gâteau. Vous estimez qu'il est trop petit au point qu'il ne vous suffit. Il ne vous suffit pas, vous, déjà, qui êtes là à l'Union sacrée. Non, le problème, ce n'est pas le partage de gâteau. Le problème, c'est qu'il faut être cohérent. Il y a des gens à qui les Congolais ont remis la responsabilité du job pendant 5 ans, via les élections. Vous comprenez? C'est à ces gens-là de faire le travail. Mais si ceux qui ont refusé, qui ont manqué de respect au peuple congolais, en boycottant les élections, ils viennent pour rattraper ce job en route, est-ce que c'est sérieux? Si, cela peut sauver la République, cimenter la cohésion que nous recherchons. C'est justement ce qui est mauvais, que la cohésion soit tributaire des partages de gâteaux. C'est une mauvaise posture. Nous n'allons jamais nous en sortir, alors mieux vaut boycotter la démocratie et choisir un autre modèle. Est-il possible d'envisager aujourd'hui un face-à-face Kabila, tu sais, qui dit autour des questions qui touchent à la République? Tout Congolais qui est épris de l'amour de ce pays peut se mettre en face du président. Parce que lui-même ne vit, ne travaille et n'agit que selon l'amour qu'il porte pour ce pays. Mais comme à venir, quand on a été accusé, les Kabylistes ont défilé ici, démontrant que les accusations portées par le président contre leur leader sont fausses. Jean-Pierre, il faut savoir une chose. Le président de la République a énormément de services qui lui font remonter les renseignements. Et lorsqu'il prend la parole, c'est en fonction des renseignements qui lui ont été donnés par les services et de manière précise. Deuxièmement, quelle est la façon dont l'opinion perçoit les choses? La majorité plurielle. La majorité plurielle se base sur 3 éléments. Le premier, c'est que Joseph Kabila a été chef de l'État de ce pays pendant 18 ans. Oui. Avant ça, chef d'état-major adjoint en charge de forces terrestres. Ce pays est agressé. Ce pays est violenté. Les Congolais meurent chaque jour entre les mains d'un voisin qui ne rêve que de récupérer des pans de notre territoire. Mais cet ancien chef de l'État et ancien chef d'état-major de l'armée de terre ne pipe un mot, même pas pour condamner tout ce qui est fait. Que voulez-vous qu'il dise? Deuxième élément, je te parle de la perception de la majorité plurielle. Oui, mais je pose également des questions. Deuxièmement, lorsque les éminences de l'ex-parti présidentiel PPRD ont quitté ce parti pour rejoindre l'Union sacrée, il y a eu des communiqués, des émissions, des attaques. Et même nous autres qui sommes de la CCU, Lambert Mende et moi, quand on est partis, on a eu droit à des séries de diatribes, d'insultes
que vous êtes mieux informés d'ailleurs parce que d'autres se sont passés sur votre plateau. Mais que l'on voit des cadres de ce parti politique rejoindre une force négative, l'AFC, qui aujourd'hui est le bras séculier du Rwanda pour déstructurer notre pays. Mais que l'on ne voit ni communiqué, ni émission, ni un acte de ce parti pour rejeter ce que ces membres éminents sont en train de faire. Il y a eu à l'époque un communiqué du PPRD. Ça dérange. Que cela n'engageait pas le parti. Ça dérange. Troisième élément, et pour finir, aujourd'hui, le besoin, c'est de consolider la démocratie. Oui. Et quelle est la manière où cette démocratie devrait être consolidée? C'est par les moyens des urnes. Libres sont ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Mais lorsqu'ensuite, on a des personnes qui refusent d'aller à ces élections, mais qui aujourd'hui souhaitent de manière claire, sans ambiguïté, qu'il y ait réellement un renversement du pouvoir et qu'ils viennent d'une famille politique où l'autorité morale a été dirigeant du pays, cela pose des questions. Cela fait poser des questions. En 2006, et c'est dans cette posture-là, l'a-t-on accusé d'être derrière la guerre d'agression qui est arrivée après? Citez-moi en 2006 un membre de l'UDPS qui avait rejoint la CNDP de manière officielle et qui n'a jamais été ensuite condamné par le parti. C'est cela les éléments dont aujourd'hui la majorité plurielle est en train d'aller dans le sens de dire il y a un problème, Jean-Pierre. Il ne faut pas qu'on se le cache. On se base sur des supputations. Ce ne sont pas des supputations, mon cher frère. Ce n'est pas vous et moi qui avons créé la phrase qui dit « qui ne dit mot consent ». On ne peut pas accepter aujourd'hui certaines postures par rapport à certaines situations. Mais on lorsqu'on a intercepté des conversations, communications entre l'ancien président, telle autre personne, et qu'on avait des preuves matérielles, ce que vous donnez n'est pas assez suffisant. Mais moi je vous ai donné, non, mais attendez, moi je vous ai donné deux faits. Le fait que la parole du président de la République n'est pas une parole au hasard, et je vous ai dit ce que l'opinion, la majorité plurielle pense. Et je peux vous dire que les jours qui vont venir vont aller dans le sens que l'on puisse comprendre cette réalité. Parce que la justice et les services de renseignement travaillent. Les kabylistes qui viennent ici disent que hier, quand nous étions agressés, l'UDPS ne nous a pas soutenus, n'a pas soutenu le pays, bien au contraire, nous accusait d'être à l'origine de l'insécurité. Enfin, c'est ce que les kabylistes qui viennent ici disent. Vous devez savoir, mon cher frère, que le problème aujourd'hui, c'est que le cas de figure est différent. On a une opposition qui est sortie du pouvoir pendant 18 ans. Donc, qui est corollaire de la situation actuelle du pays. L'UDPS de 2006, de 2011, de 2018 n'avait pas dirigé le pays. Il faut être conséquent dans ce qu'on dit. Aujourd'hui, le FCC est tributaire de la situation actuelle du pays. Parce qu'ayant dirigé le pays pendant 18 ans. Et ayant même eu des fils d'Ariane avec le pouvoir qui a commencé en 1997. Et aujourd'hui, ils ne sont pas dans une posture similaire à ceux qui n'ont pas dirigé, à ceux qui ne sont pas tributaires de la situation du pays. Vous avez il faut être prudent. Vous avez le pouvoir, c'est à vous que les Congolais ont donné le mandat de neutraliser. Personne ne dit le contraire et le travail est fait. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a énormément d'efforts sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan militaire. Mais cela n'empêche à ce qu'on puisse interpeller l'opinion sur les réalités qui sont en train de se passer. Donc, il ne faut pas, parce que nous avons le pouvoir, que nous ne puissions pas dire que tel monsieur, tel qu'aujourd'hui, nos frères avec qui hier, on était en train de défendre les valeurs démocratiques, qui aujourd'hui sont en train de soutenir et de défendre le Rwanda. Ce n'est pas acceptable. Un proche de Nanga a déclaré lors du procès qu'il avait été contraint à citer l'ancien président et d'autres. Et Kabila n'est même pas le seul. Enfin, il y avait d'autres personnes, notamment au Lengankoy,
qui n'ont jamais été inquiétés, on comprend pourquoi. Non, mais il faut donner le temps à la justice. Il n'y a que la justice qui peut vous blanchir et vous noircir. Et je pense aujourd'hui que nous avons... La même qui est malade? La chance, oui. C'est pour ça que le chef de l'État a donné une mission claire au gouvernement souminois, via le ministre d'État, ministre de la Justice Moutamba, de pouvoir apporter la thérapeutique de choc. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Au plaisir et à la joie de tous les Congolais. Où se trouverait Papi Tamba? Bien malin, c'est celui qui pouvait le dire, celui qui pourrait le dire. Papi Tamba, c'est un frère à moi. Il a ses opinions qu'il défend. Dans un contexte démocratique, cela est tout à fait normal. Qu'il ait été enlevé, comme le disent certains, je ne pense pas. Qu'il ait été arrêté, pour quelle raison? Moi, je pense par contre, il a peut-être pris une retraite. Il s'est peut-être exclu pour un moment. Une retraite. Il s'est peut-être exclu pour un moment. Sa famille a alerté. Ce que je conseillerais à sa famille, ouais, c'est d'aller contacter les autorités pour que les moyens de notre police, de nos services de renseignement puissent aider à ce que nous puissions savoir où se trouve notre frère. Un autre acteur politique de l'opposition a été porté disparu pendant quelques heures. Dans cette ville, on connaît la suite. Faut-il craindre pour Papi? Il y a aussi un jeune homme qui devait se marier il y a 2 semaines, qui était porté disparu, qu'on a retrouvé à Bangangongo. Drogué. Donc ça signifie qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même panier. Mais celui-là n'était pas un acteur politique. Nous ne pouvons pas souhaiter ça à notre frère Papi Tamba. D'où qu'il est, je lui témoigne toute mon affection. Et je peux vous dire que le seul conseil que je peux donner à sa famille biologique et politique, c'est d'approcher les autorités pour qu'il y ait un concours d'efforts pour savoir où se trouve notre frère. À ceux qui disent qu'il a été enlevé, arrêté, gardé au secret. Il serait gardé au secret, pourquoi? Ce genre de pratique n'existe plus sous Félix Tshisekedi. Si vous êtes arrêté, on saura où vous êtes. S'il y a des choses qui lui sont reprochées, nous le saurions. Je ne suis pas de cet avis-là qu'il ait été gardé en secret. Pour quel problème il serait gardé en secret? Pas du tout. Ceux qui même font la guerre quand ils sont arrêtés ici, on les défère devant les cours des tribunaux. Papi Tamba, ce que je sache, n'a pas fait la guerre. À ce sujet, quand le porte-parole du gouvernement évoque le kidnapping, ils sont revenus de nouveau récurrents à Kin, et qui dit que c'est des scénarios qui sont montés pour discréditer le gouvernement. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Oui, je prends ça très au sérieux. Dans la mesure où nous savons que la plupart de banditismes urbains ont des modus operandi. D'autres sont pratiqués parce que les bandits ont un besoin existentiel, mais d'autres sont commandités. Rappelez-vous, à l'époque où il y avait le combat d'Ali et Foreman ici, le maréchal Mobutu avait mis au Niouf des grands bandits qui étaient en train de déstructurer la vie ici à Kinshasa, et d'autres étaient même passés aux aveux pour dire qu'ils avaient la mission de saboter ce grand combat. Donc ce n'est pas impossible aujourd'hui aussi qu'il y ait des bandits qui soient sponsorisés pour salir l'image de notre régime. Pourquoi on ne met pas la main dessus? On mettra toujours la main, mon cher frère. Le mal n'est pas appelé à exister éternellement. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois qu'on met la main sur ce genre de brigands. Ils finiront par être arrêtés. Mais seulement ce que je peux demander aujourd'hui, c'est qu'il y ait réellement des réformes qui soient portées au niveau de la police aussi. Ces réformes qui, aujourd'hui, nous le voyons, sont en train de porter un espoir du peuple au niveau du ministère de la Justice. Il faudrait que cela aille aussi au niveau de la police pour que nous puissions avoir des différents types d'acteurs en termes d'intervention rapide, en termes de patrouille nocturne, en termes de spécialité de ce genre de banditisme urbain que l'on enregistre aujourd'hui d'enlèvement, pour permettre à ce que réellement nous puissions mettre la main sur ces gens. Sous la toile, certains ironisent, ils disent hier on a accusé tel autre, et finalement là, on accuse la population d'être derrière son propre enlèvement. Non, mais moi je conçois mal que l'on dise que ce sont des accusations. Lorsque vous êtes malade et que vous allez chez un médecin et que vous dites que vous souffrez de la malaria, de la grippe ou d'une toux ou de l'angine, ce ne sont pas des accusations, ce sont des diagnostics. Le gouvernement a la responsabilité de diagnostiquer les problèmes et d'en parler, mais ce ne sont pas des complaintes, ce sont des diagnostics
pour montrer à la population, voilà la réalité et voilà ce que nous sommes en train de faire. Parce que dans un contexte de gestion démocratique où il y a un devoir de redevabilité, vous ne pouvez pas ne pas informer l'opinion sur les problèmes que vous êtes en train de résoudre. Aujourd'hui, peut-on dire que le gouvernement n'est pas en mesure de sécuriser son propre peuple? Mais si le gouvernement n'est pas en mesure de sécuriser son propre peuple, nous deux, nous ne serions pas ici en train de faire cette émission en toute quiétude. C'est tous les jours que les cas d'enlèvement sont documentés. Mais attendez, il faut justement vous parler de documenter. Il faut poser la question statistique. La ville la plus dangereuse, ce n'est pas Kinshasa. Oui, la ville la plus dangereuse, mais on c'est n'avait New pas York. ça avant. Mais pourquoi? vous n'avez jamais dit. Parce que ces gens qui ont été c'est kidnappés, tout à fait normal. Ces gens qui ont été kidnappés c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous les interrogez pas? C'est normal, non. La plupart d'entre eux sont au NIOF. Ils ont été condamnés. Le procès a été public. Non, je parle de ceux qui ont été kidnappés. Et pour qu'il s'il y a peut-être des éléments à fournir au service. Non, mais si les enquêteurs à l'époque ont réussi à mettre la main sur ces kidnappeurs, vous pensez que c'est grâce au renseignement de qui? De ceux qui ont été kidnappés, entre autres. Et vous avez vu d'autres témoigner devant la barre. Donc aujourd'hui, le banditisme évolue autant que la technologie évolue. Donc si hier, il n'y avait pas un type de banditisme, ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui il y en ait. Il y a eu une évolution. À l'époque où nous on grandissait, c'était les perce-gorges, c'était de ceux qui enlevaient ceux qui avaient les calvities. Aujourd'hui, c'est ceux qui vont enlever les gens, je ne sais pas pour je ne sais quelle raison. Il y a des évolutions sur le plan technologique, mais aussi sur le plan du banditisme. C'est pour ça qu'il faut également mettre à jour les services de sécurité, qu'ils soient en mesure de répondre à ces transformations, à ces métastases du banditisme urbain. Je voudrais qu'on revienne sur la question sécuritaire. D'abord, on va parler de Nanga et son communiqué d'hier, mais d'abord, le processus de Luanda qui nous semble au point mort. Il y a eu une rencontre des ministres des Affaires étrangères, mais qui a permis la prévision d'une rencontre de haut niveau le 9 septembre. On avait dit il y a bon espoir. Qu'on ne va pas dialoguer avec le Rwanda. Est-ce qu'on n'y est pas? Non. Le chef de l'État a dit qu'il ne parlerait pas avec les sous-fifres du Rwanda, c'est-à-dire tout ce conglomérat de pantins, là, Nanga, Bissimois, tout ça. Il ne parlera pas avec eux. Parce que finalement, il faut qu'il discute avec le pyromane lui-même, qui depuis 1996 est dans ce job. Il faut en finir avec lui-même. C'en est fini de s'attaquer aux symptômes. Il faut attaquer la maladie. Parce qu'attendez, c'est des mutations chaque fois dans un cycle. En 1996, c'était l'AFDEL. En 1998, c'est devenu le RCD, qui s'est éclaté en plusieurs RCD, NKML, puis c'est devenu le CNDP, qui finalement est devenu le M23-1, et maintenant le M23-2, et ensuite l'AFC. Mais attendez, si aujourd'hui vous parlez avec l'AFC, demain ça sera, je ne sais pas, Mango, ou je ne sais pas, Banane, Rébellion. Et si on devrait parler avec Kagame, ce serait sur quoi les échanges porteront sur quoi? Porteront sur les faussetés que Kagame a l'habitude de brandir. Il le fait souvent sur les chaînes de télévision ou lorsqu'il remplit les stades de son pays de tous ces caporals qu'il appelle des militants de son parti. Lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Il va sûrement raconter encore sa vie sur cette histoire des FDLR. Mais aujourd'hui, il y a des éléments qui prouvent que le Congo souffre plus de FDLR que le Rwanda. Donc c'est autour de toutes ces vérités-là qu'il faut discuter avec le monsieur et mettre un terme à ça. Au moins la communauté internationale sera témoin que cette fois-ci, M. Kagame a eu à être mis face à ses responsabilités. Comme ça, demain, si la RDC prend un chemin que le monde appellerait un chemin de brutalité, on saura pourquoi. Est-ce que Luanda ne fait pas perdre du temps? Pas du tout. Ça ne fait pas perdre du temps parce que la communauté internationale qui nous accompagne, et qui est d'ailleurs à la base de la plupart des problèmes que nous avons dans l'Est de notre pays, entre autres, nous a demandé d'aller vers ce chemin-là. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles. Les moyens, nous les avons. Militaires, en hommes et en technologie. Parce que sur le terrain, le M23 gagne encore des territoires. Non, mais gagner quoi? Il n'y a pas de combat. Qu'est-ce qui gagne? Il n'y a pas d'affrontement. On parlerait de gagner lorsqu'il y a des affrontements. Il n'y a pas d'affrontement avec l'armée.
Parce que nous sommes respectueux. Mais comment? Nous sommes un État. Encore que nous, on a beaucoup à perdre si ces populations meurent. Mais ces pyromanes-là, buveurs de sang, vampires, ils n'ont rien à perdre. Faudrait-il pas riposter face à leur percée? Ils n'ont rien à perdre. Il n'y a pas de percée, mon cher frère. Il n'y a pas de percée. Nous sommes en train, nous, de nous concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire apporter la paix à nos populations. Quand Nanga va jusqu'à dire qu'un avion de l'armée congolaise a survolé leur territoire, vous faites une tribune dans laquelle vous dites que c'est une grenouille que c'est quoi plus grosse que le bœuf. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Monsieur de La Fontaine dans les fables. Parce qu'il a fait allusion à un individu qui se prenait des galons qu'il n'a pas. Monsieur Nanga aujourd'hui est écarté de tout ce processus. Parce que c'est avec son patron. C'est son patron qui est convoqué. Son patron? À Luanda. Paul Kagame. Paul Kagame. Qui est convoqué à Luanda. Ce n'est pas lui. Il n'a pas droit au chapitre. C'est une ombre, Nanga. C'est un envoyé. C'est un garçon de course de Kagame. Il a été envoyé par Kagame pour faire un job. Un job qui se décline en 3 mouvements. Le premier, c'est de congoliser l'agression. C'est-à-dire, grâce à M. Nanga, nous pouvons dire que c'est une rébellion et non une agression. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la plupart des fois, lorsque Nanga prend la parole, il ne décline pas un programme. Il parle toujours du fait que ce sont nous les Congolais, nous nous rébellons contre le pouvoir de Kinshasa, ainsi de suite. C'est pour crédibiliser l'agression, donner un visage congolais à l'agression de Kagame. Deuxième élément, Nanga est utilisé pour flatter les autres Congolais qui pensent qu'ils peuvent mettre leur argent comme ils peuvent le faire en bourse pour soutenir les actions de l'AFC. Parce que Kagame est un peu en difficulté financière. Parce que l'action diplomatique menée par le chef de l'État a coupé la plupart de ses robinets. Et le troisième élément, c'est de permettre à ce que, via Nanga, il y ait la possibilité d'un dialogue. Ou, encore une fois, on va exiger quoi? Le brassage et le mixage. Des pratiques qui ont déstabilisé notre armée parce que ça a fait entrer le charançon dans le fruit. Voilà la mission de Nanga. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'avant lui, beaucoup d'autres ont fait cette mission. Rappelez-vous de Kunda Batware, qui était allé jusqu'à prendre Bukavu, les 2 et le 3 juin 2003. 2002, je crois. Rappelez-vous de Bosco Taganda, qui aujourd'hui est à la CPI. Rappelez-vous même de Bissimois, et même de l'autre, j'oublie le nom. Toutes ces marionnettes du Rwanda ont des actions comme dans un film. On vous porte un rôle. La violation dès que le rôle est épuisé, on vous met de côté. Mais le malheur avec lui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un ministre de la Justice qui ne badine pas. Constant Mutamba a appuyé le parquet, qui a porté devant les juges une action qui aujourd'hui a payé et Nanga est condamné à mort. Donc nous sommes en train de parler d'un mort vivant. Reste maintenant l'exécution de la peine. Oui, nous parlons d'un zombie. Donc, non seulement tu es pantin, mais au pire des cas, tu es zombie. Et vous dites dans votre tribune qu'il doit se confesser. Mais le temps qui lui reste, parce qu'il finira par être attrapé. La détermination que moi j'ai vue au ministère de la Justice, mon cher frère, Nanga et ses gars seront arrêtés. Le temps qu'ils ont maintenant, c'est de confesser. Demander pardon aux créateurs pour tous les péchés qu'ils ont eu à commettre, pour qu'au moins, après l'exécution, qu'ils aillent au purgatoire. Parce que le paradis, j'en doute. En attendant leur arrestation, ils dénoncent quand même la violation de ce qu'ils considèrent comme leur espace aérien. Ça, c'est vouloir exister. Étant donné que le patron est convoqué à Luanda dans un processus et que lui est tenu au garde à vous, ne pouvant plus rien faire, il fallait qu'il existe et ils pondent un communiqué après avoir bu tout ce qu'ils prennent comme substance illicite dans leur camp d'action là-bas. Jamais un dialogue entre l'AFC et Kinshasa, jamais. Mais pour quelle raison, mon cher frère? Puisque nous avons déjà en face de nous le bourreau. Qu'est-ce qu'on fera du cuisinier? Jean-Thierry Monseneto. Tout va bien au sein de Lion Sacré.
Bien sûr que tout va bien. Ce matin, on suivait une délégation de fédération, enfin, une déclaration de fédération de la FDC qui s'interroge notamment sur le contrat qu'ils ont avec l'Union sacrée. Ils estiment qu'ils n'ont pas été récompensés à leur juste valeur après les élections. Ils demandent à ce qu'il y ait la tenue d'un congrès pour clarifier la position, notamment sur leur appartenance à l'Union tshisekedi. Je pense que l'FDC est un parti très structuré. Et le professeur Bahati est une éminence grise de notre pays. Et que dans cette configuration d'organisation, la parole est portée par des personnes habilitées, notamment lui-même, qui est l'autorité morale, mais aussi l'exécutif du parti. Alors lorsqu'il y a des fédéraux qui prennent des positions, ça n'engage pas le parti. Et ils ne sont pas le premier, parce qu'avant ça, d'autres fédéraux ont eu à prendre la parole demandant la réévaluation de leur contrat de collaboration avec... Oui, mais on s'en tient à ce que dit l'exécutif du parti. Le parti est représenté par son autorité morale, par son président national ou son président national adjoint, par son secrétaire général, et ceux-là participent aux activités et n'ont pas pris de telles positions. Donc, s'il y a un groupe d'individus qui se réclament de l'AFDC et prennent une telle position, pour nous, c'est un non-événement. Est-ce que la hiérarchie de la FDC n'est pas un sommet dans cette affaire? Je ne pense pas. Vous estimez que Bahati est content le président Bahati n'est pas un homme hypocrite. Hein. Vous estimez qu'il est un chrétien correct. Lorsqu'il a des choses à dire et qu'il pense, il le dit. Vous estimez qu'il est content de ce que vous lui avez donné jusque-là, 2 ministères qui ne... Mon cher frère, même nous-mêmes les humains, de temps en temps, on dit à Dieu, je ne suis pas très content des cheveux blancs que tu m'as donnés. Maintenant, c'est encore trop tôt. Il y a d'autres qui disent, Dieu, pourquoi tu m'as donné une petite taille? D'autres disent, même envers le bon Dieu, on n'est pas content. Alors entre nous les humains, les mécontentements ne peuvent pas manquer. Il y a malaise humain. Donc. Il y a malaise donc au sein de malaise, non, pas du tout. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise. Mais les problèmes, c'est inhérent à la vie humaine. Et lorsqu'il y a une communauté d'humains, c'est tout à fait normal qu'il y ait des éléments où on n'est pas d'accord, où on peut être d'accord, mais cela n'ébranle pas la cohésion d'une famille autour de l'idéal que nous portons. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ce matin? Nous avons tout dit. Vous estimez qu'on a fait le tour d'horizon? Nous avons tout dit. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci au public pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Et notre entretien intéressant à suivre ce soir sur notre chaîne. Continuez à vous abonner comme vous le faites si bien. Faites des extraits, mettez où vous voulez. Chez nous, c'est légal. Belle semaine à tous.